Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la fin de l'année. Et j'adore les petites lumières, ça me met vraiment le cœur en joie. Donc, je pense qu'il faut profiter de chaque chose qui rend plus léger, plus légère. Et voilà, donc j'ai fait une décoration affreuse, mais j'aime ça. Et encore, vous échappez à une guirlande des années 80 qui est particulièrement immonde. Mais je sais pas, je me suis attachée à elle. Voilà. Non, je l'ai mise pour rire surtout. Très bien. Je reprends tout de suite Anna Karenine. Nous en étions au chapitre 33 de la deuxième partie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure. Chapitre 33. Kitty fit aussi la connaissance de Madame Stahl et, tout comme son amitié pour Varinka, les relations qu'elle eut avec cette dame contribuèrent à calmer son chagrin. Un monde nouveau bien différent du sien, un monde tout de beauté et de noblesse, se découvrit à elle. De cette hauteur, elle put juger son passé avec sang-froid. Elle apprit qu'en dehors de la vie instinctive qui jusqu'alors avait été la sienne, il existait une vie spirituelle dans laquelle on pénétrait par la religion. Cette religion ne ressemblait en rien à celle qu'elle avait pratiquée depuis l'enfance et qui consistait à assister à la messe et aux vêpres à la maison des veuves, où l'on rencontrait des connaissances et à apprendre par cœur des textes slavons avec l'aide d'un homme d'église. C'était une religion noble, mystérieuse, qui provoquait les pensées les plus élevées et les sentiments les plus purs, et à laquelle on croyait non par devoir, mais par amour. Kitty apprit tout cela autrement qu'en paroles. Madame Stahl la traitait en aimable enfant qui vous attire à l'égal d'un souvenir de jeunesse. Une fois seulement, elle lui rappela que la foi et la charité étaient l'unique apaisement à toutes les douleurs humaines, dont le Christ, en sa compassion, ne connaît point d'insignifiante. Puis aussitôt elle changea de conversation. Mais dans chaque geste, chaque parole de cette dame, dans ses regards célestes, comme elle les qualifiait, dans l'histoire de sa vie surtout, qu'elle connaissait par Varinka, Kitty découvrait ce qui était important et ce qu'elle avait ignoré jusqu'alors. Cependant, malgré l'élévation de sa nature et l'onction de ses propos, Madame Stahl n'en laissait pas moins échapper certains traits de caractère qui déconcertaient fort Kitty. Un jour, par exemple, qu'elle l'interrogeait sur ses parents, cette dame ne put retenir un sourire de condescendance, ce qui était contraire à la charité chrétienne. Une autre fois, recevant un prêtre catholique, elle se tint constamment dans l'ombre d'un abat-jour tout en souriant d'une façon singulière. Si peu importantes que fussent ces observations, elles affligèrent pourtant Kitty et la firent douter de Madame Stahl. En revanche, Varinka, seule, sans famille, sans amis, n'espérant ni ne regrettant rien après sa triste déception, lui semblait de plus en plus le comble de la perfection. L'exemple de la jeune fille lui montrait que, pour devenir heureuse, tranquille et bonne, comme elle souhaitait de l'être, il suffisait de s'oublier soi-même et d'aimer son prochain. Une fois qu'elle eut compris ce qui était le plus important, elle ne se contenta plus de l'admirer, mais elle se donna de tout son cœur à la vie nouvelle qu'elle découvrait. D'après les récits que lui fit Varinka sur Madame Stahl et d'autres personnes qu'elle lui nomma, Kitty se forma un plan d'existence. Elle décida qu'à l'exemple d'Aline, la nièce de Madame Stahl dont Varinka l'entretenait souvent, elle rechercherait les pauvres partout où elle se trouverait, qu'elle les aiderait de son mieux, qu'elle distribuerait des évangiles et ferait des lectures du livre saint aux malades, aux mourants, aux criminels. Cette dernière bonne œuvre la séduisait particulièrement, mais elle faisait ses rêves en secret, sans les communiquer ni à sa mère ni à son amie. Au reste,
En attendant de pouvoir exécuter ses plans sur une vaste échelle, il ne lui fut pas difficile de mettre, à l'imitation de Varinka, ces nouveaux principes en pratique. Aux eaux, les malades et les malheureux ne manquent pas. La princesse remarqua bien vite combien Kitty cédait à son engouement pour Madame Stahl et surtout pour Varinka, qu'elle imitait dans ses bonnes œuvres, qu'elle contrefaisait même sans le vouloir dans sa façon de marcher, de parler, de cligner des yeux. Plus tard, elle dut reconnaître qu'indépendamment du prestige subi, la jeune fille passait par une sérieuse crise intérieure. Contre son habitude, Kitty lisait le soir l'Évangile, dont Madame Stahl lui avait offert un exemplaire en français. Elle évitait toute relation mondaine, s'intéressait en revanche aux malades protégés par Varinka, notamment à la famille d'un pauvre peintre nommé Petrov, près de qui elle semblait fière de jouer un rôle d'infirmière. La princesse s'y opposait d'autant moins que la femme de Petrov était une personne très convenable et qu'un jour la Fürstine, remarquant la bonté de Kitty, avait fait son éloge, l'appelant un ange consolateur. Tout aurait été pour le mieux si la princesse n'avait craint de voir sa fille tomber dans l'exagération. « Il ne faut jamais rien outrer, lui répétait-elle. Kitty ne répondait rien. Mais dans le fond de son cœur, elle était convaincue qu'on ne saurait dépasser la mesure en pratiquant une religion qui enseigne à tendre la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite, à donner sa chemise quand on vous dépouille de votre manteau. Du reste, plus encore que de cette outrance, la princesse était froissée des réticences de Kitty. Elle devinait que celle-ci ne lui ouvrait point entièrement son cœur. En réalité, la jeune fille ouvrait tout simplement une certaine éprouvait tout simplement une certaine gêne à confier ses nouveaux sentiments à sa mère. Ni le respect ni l'affection n'entraient ici en ligne de compte. Il y a quelque temps que nous n'avons vu Anna Pavlovna, dit un jour la princesse en parlant de Madame Petrov. Je l'ai pourtant invitée, mais elle m'a paru soucieuse. Je n'ai pas remarqué cela, maman, répondit Kitty en rougissant. Tu ne leur as pas fait visite ces jours-ci. Nous projetons pour demain une excursion dans la montagne. Je n'y vois point d'inconvénient, répondit la princesse, surprise du trouble dans lequel elle voyait sa fille et cherchant à en deviner la cause. Varinka, qui vint pour dîner ce jour-là, avertit Kitty qu'Anna Pavlovna renonçait à la promenade projetée pour le lendemain. La princesse s'aperçut que sa fille rougissait encore. « Kitty, ne s'est-il rien passé de désagréable entre les Petrov et toi ?» lui demanda-t-elle quand elles se retrouvèrent seules. Pourquoi Anna Pavlovna a-t-elle cessé d'envoyer ses enfants et de venir elle-même ? Kitty répondit qu'il ne s'était rien passé et qu'elle ne comprenait pas pourquoi cette dame semblait lui en vouloir. Elle disait vrai. Cependant, si elle ignorait la cause du refroidissement de Madame Petrov à son égard, elle la devinait. Mais cette cause était de telle nature qu'elle n'osait pas l'avouer à elle-même, encore moins à sa mère, tant il eût été humiliant de se tromper. Elle évoqua une fois de plus tous les souvenirs de ses relations avec cette famille. Elle se rappela la joie naïve qui se peignait à leur première rencontre sur le bon visage tout rond d'Anna Pavlovna, leur conciliabule secret pour arriver à distraire le malade, à l'arracher à des travaux que le médecin interdisait, à l'emmener au grand air. L'attachement du plus jeune des enfants qui l'appelait « ma Kitty » et ne voulait pas se coucher sans qu'elle l'accompagnât. Comme tout allait bien alors. Puis elle revit la chétive personne de Petrov, son long cou sortant d'une redingote cannelle, ses cheveux rares et frisés, ses yeux bleus dont le regard scrutateur l'avait d'abord effrayée, ses efforts maladifs pour paraître animé et énergique en présence de la jeune fille. Qu'il avait été difficile à Kitty de surmonter la répugnance que lui inspirait ce poitrinaire, quel mal elle s'était donné pour trouver un sujet de conversation. De quel œil humblement attendri la considérait-il cependant qu'elle sentait naître en son cœur un bizarre sentiment de compassion, de gêne et de satisfaction intime. Que tout cela était bon. Et pourquoi fallait-il que depuis quelques jours un brusque changement fût intervenu dans leur rapport ? Anna Pavlovna ne recevait plus Kitty qu'avec une amabilité feinte et ne cessait de la surveiller ainsi que son mari. Devait-elle attribuer ce refroidissement à la joie naïve que le malade éprouvait à son approche ? Oui, songea-t-elle.
Il y avait quelque chose de peu naturel et qui ne ressemblait en rien à sa bonté ordinaire dans le ton contrarié qu'elle a pris avant-hier pour me dire « Le voilà maintenant qui ne veut plus prendre son café sans vous. » Bien que très affaibli, il a tenu à vous attendre. Peut-être m'a-t-elle vu d'un mauvais œil arranger la couverture de son mari. C'était pourtant bien simple, mais Petrov a pris ce petit service d'une si drôle de façon. Il m'a tant remercié que j'en étais mal à l'aise. Et puis ce portrait de moi qui lui a si bien réussi. Et surtout ce regard tendre et confus. Oui, c'est bien cela. Dut s'avouer Kitty avec effort. Mais non, non, ajouta-t-elle aussitôt intérieurement, cela ne peut, cela ne doit pas être, il est si digne de pitié. Ses craintes empoisonnaient le charme de sa nouvelle vie. Chapitre 34. La cure de Kitty n'était pas encore terminée quand le prince Tcherbatsky, qui avait fait un tour aux eaux de Karlsbad, de Bade et de Kissingen pour y respirer un peu d'air russe, vint retrouver sa famille. Le prince nourrissait pour les pays étrangers des sentiments diamétralement opposés à ceux de la princesse. Celle-ci trouvait tout parfait et, malgré sa situation bien établie dans la société russe, elle jouait à la dame européenne, ce qui ne lui était pas toujours facile. Son mari, au contraire, trouvait tout détestable, ne renonçait à aucune de ses habitudes russes et cherchait à paraître moins européen qu'il ne l'était en réalité. Le prince revint amaigri, avec des poches sous les yeux, mais plein d'entrain. Cette heureuse disposition ne fit qu'augmenter quand il trouva Kitty complètement rétablie. À vrai dire, les détails que lui donna la princesse sur la transformation morale qui s'opérait en leur fille grâce à son intimité avec Madame Stahl et Varinka, ces détails contrarièrent d'abord le prince et réveillèrent en lui le sentiment habituel de jalousie qu'il éprouvait pour tout ce qui pouvait soustraire Kitty à son influence en l'entraînant dans des régions inaccessibles pour lui. Mais ces fâcheuses nouvelles se noyèrent dans l'océan de bonhomie joyeuse qui était le fond de sa nature et qu'avaient encore grossi les eaux de Karlsbad. Le lendemain de son retour, le prince, vêtu de son long pardessus, ses joues ridées et quelque peu bouffies encadrées dans un faux col empesé, accompagna de la meilleure humeur du monde sa fille à l'établissement thermal. La matinée était splendide. La vue de ces maisons gaies et proprettes entourées de petits jardins, de ces robustes servantes gaillardes nourries de bière, aux bras rouges et aux joues vermeilles, le soleil resplendissant, tout réjouissait le cœur. Mais plus on approchait de la source, plus on rencontrait de malades, dont l'aspect lamentable contrastait péniblement avec le bien-être et la bonne organisation de la vie allemande. Pour Kitty, ce beau soleil, cette verdure éclatante, cette musique joyeuse formaient un cadre naturel à ces visages bien connus dont elle surveillait les sautes de santé. Pour le prince, au contraire, la lumineuse matinée de juin, l'orchestre jouant gaiement la valse à la mode, les robustes servantes surtout s'opposaient avec une indécence presque monstrueuse à ces moribonds venus de 4 coins de l'Europe qui traînaient là leurs pas languissants. Malgré l'orgueil et le quasi-retour de jeunesse qu'éprouvait le prince à tenir sa fille chérie sous le bras, il se sentait, avec sa démarche ferme et ses membres vigoureux, à peu près aussi mal à l'aise en face de ces misères qu'il l'eût été en négligé au milieu d'une société élégante. « Présente-moi à tes nouveaux amis, dit-il à sa fille en lui serrant le bras au coude. Je me suis mise à aimer jusqu'à ton affreux Soden pour le bien qu'il t'a fait. Mais vraiment, on voit ici des choses bien tristes. Qui est-ce » Kitty lui nommait les personnes qu'il rencontrait. À l'entrée même du parc, ils croisèrent Madame Berthe et sa conductrice. Le prince prit plaisir à voir l'expression attendrie qui se peignit sur le visage de la vieille aveugle au son de la voix de Kitty. Avec une exubérance bien française, cette dame se répandit en politesse et félicita le prince d'avoir une fille si charmante, dont elle éleva le mérite aux nues, la déclarant un trésor, une perle, un ange consolateur. Dans ce cas, dit le prince en souriant, c'est l'ange numéro 2, car elle réserve le numéro 1 à mademoiselle Varinka. Certainement, concéda madame Berthe, mademoiselle Varinka est aussi un ange. Allez. Dans la galerie, Varinka en personne vint à eux d'un pas rapide, un élégant sac rouge à la main. Voilà papa arrivé, lui dit Kitty. Varinka esquissa le plus naturellement du monde un mouvement qui tenait du salut et de la révérence et entama sans fausse timidité la conversation avec le prince. Il va sans dire que je vous connais, et beaucoup, lui dit le prince avec un sourire qui, à la grande joie de Kitty, lui prouva que son ami plaisait à son père.
Où allez-vous si vite ? Maman est ici, répondit Varenka en se tournant vers Kitty. Elle n'a pas dormi de la nuit et le médecin lui a conseillé de prendre l'air. Je lui porte son ouvrage. Voilà donc l'ange numéro 1, dit le prince quand la jeune fille se fut éloignée. Kitty comprit aussitôt que Varenka avait fait la conquête de son père. En effet, quelque envie qu'il en eût, le prince se gardait de l'entreprendre sur le compte de son ami. Nous allons donc voir tous tes amis les uns après les autres, y compris Madame Stahl, si elle daigne me reconnaître. Tu la connais donc, papa ? Demanda Kitty, non sans crainte, car elle avait remarqué un éclair d'ironie dans les yeux de son père. J'ai connu son mari, et je l'ai un peu connue elle-même avant qu'elle se fût enrôlée chez les piétistes. Qu'est-ce que c'est, piétiste, papa ? S'informa Kitty, inquiète de voir donner un nom à ce qui lui semblait d'une si haute valeur en Madame Stahl. Je n'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est qu'elle remercie Dieu de tous les malheurs qui lui arrivent, y compris celui d'avoir perdu son mari, et cela tourne comique quand on se rappelle qu'ils vivaient fort mal ensemble. Mais qui est ce pauvre diable ? Demanda-t-il en apercevant sur un banc un malade de taille moyenne, vêtu d'un paletot et d'un pantalon blanc qui formait d'étranges plis sur ses jambes décharnées. Ce monsieur avait soulevé son chapeau de paille et découvert un front élevé surmonté de rares cheveux frisotants et que la pression du chapeau avait rougi. « C'est Petrov, un peintre, répondit Kitty en rougissant. Et voilà sa femme, ajouta-t-elle en désignant Anna Pavlovna qui, par un fait exprès, s'était levée à leur approche pour courir après un de ses enfants. « Il me fait pitié, dit le prince, d'autant plus qu'il a dit très charmant. Mais pourquoi ne t'approches-tu pas de lui ? Il semblait vouloir te parler. » Allons, retournons vers lui, dit Kitty en marchant résolument vers Petrov. Comment allez-vous aujourd'hui ? Lui demanda-t-elle. Petrov se leva en s'appuyant sur sa canne et regarda le prince avec une certaine timidité. C'est ma fille, dit celui-ci, très heureux de faire votre connaissance. Le peintre salua et sourit, découvrant ainsi des dents d'une blancheur étrange. Nous vous avons attendu hier, mademoiselle, dit-il à Kitty. Il faillit choir en parlant, mais pour qu'on ne soupçonnât point sa faiblesse, il fit à dessein un nouveau faux pas. Je comptais venir, mais Varenka m'a prévenu qu'Anna Pavlovna avait envoyé dire que vous renonciez à sortir. Comment cela ? Dit Petrov qui, soudain cramoisi, se mit à tout sauter en cherchant sa femme du regard. Annette, Annette, appela-t-il à haute voix, tandis que de grosses veines noueuses faisaient saillie sur son cou blanc émacié. Anna Pavlovna s'approcha. Comment se fait-il que tu as envoyé dire que nous ne sortirions pas ? Lui demanda-t-il d'une voix rauque. Comment se fait-il que tu as envoyé dire que nous ne sortirions pas ? Lui demanda-t-il d'une voix rauque et colère. Bonjour, mademoiselle, dit Anna Pavlovna avec un sourire contraint qui ne ressemblait en rien à son accueil d'autrefois. Enchantée de faire votre connaissance, ajouta-t-elle en se tournant vers le prince. On vous attendait depuis longtemps, mon prince. Comment as-tu pu faire dire que nous ne sortirions pas ? Répéta Petrov, fort irrité que la perte de sa voix ne lui permit point de donner à sa question le ton qu'il aurait voulu. Eh mon Dieu, j'ai cru que nous ne sortirions pas, répondit sa femme avec brusquerie. Mais voyons, pourquoi cela ? Une quinte de toux l'empêcha d'achever. Il eut un geste désolé, le prince souleva son chapeau et s'éloigna avec sa fille. Oh, les pauvres gens, dit-il en poussant un profond soupir. C'est vrai, papa, répondit Kitty. Et ils ont 3 enfants, pas de domestique et presque aucune ressource pécuniaire. Il reçoit bien quelque chose de l'académie, continua-t-elle avec animation pour dissimuler l'émoi que lui causait le changement d'Anna Pavlovna à son égard. Mais voici Madame Stahl, dit-elle en montrant une petite voiture dans laquelle était étendue une forme humaine enveloppée de gris et de bleu, soutenue par des oreillers et abritée par une ombrelle. Derrière la malade était son conducteur, un Allemand lourd et lugubre. À côté d'elle marchait un comte suédois à chevelure blonde que Kitty connaissait de vue. Quelques baigneurs musaient auprès de la voiture, considérant cette dame comme une chose curieuse. Le prince s'approcha et Kitty remarqua aussitôt dans son regard cette pointe d'ironie qui l'effrayait. Il se découvrit et adressa la parole à Madame Stahl d'un ton fort aimable et dans ce français excellent que si peu de personnes parlent de nos jours. « Sans doute, madame, m'avez-vous oublié, mais j'ai le devoir de me rappeler à votre souvenir pour vous remercier des bontés que vous avez bien voulu témoigner à ma fille, » dit-il en gardant son chapeau à la main. « Le prince Alexandre Tcherbatsky, n'est-ce pas ?» fit Madame Stahl en levant sur lui ses yeux célestes, dans lesquels Kitty vit passer une ombre de mécontentement. « Ravie de la rencontre. J'aime tant votre fille. »
Votre santé n'est toujours pas bonne ? Oh, j'y suis faite maintenant, dit Madame Stahl, et elle présenta le comte suédois. Vous êtes bien un peu changé depuis les 10 ou 11 ans que je n'ai eu l'honneur de vous voir. Oui, Dieu qui donne la croix donne aussi la force de la porter. Je me demande souvent ce que nous faisons si longtemps en ce monde. De l'autre côté, voyons, dit-elle à Varinka qui lui enveloppait les jambes dans une couverture sans parvenir à la satisfaire. Mais le bien, probablement, répondit le prince dont les yeux riaient. Il ne nous appartient pas de juger, répliqua Madame Stahl, à qui cette nuance d'ironie n'échappa point. Envoyez-moi donc ce livre, mon cher comte, je vous en remercie infiniment d'avance, dit-elle en se tournant vers le jeune Suédois. Tiens, s'écria le prince qui venait d'apercevoir le colonel moscovite arrêté non loin de leur groupe. Et prenant congé de Madame Stahl, il alla le rejoindre, toujours accompagné de Kitty. Voilà notre aristocratie, mon prince, dit le colonel avec une intention railleuse, car il était piqué contre Madame Stahl. Il aurait bien voulu lui être présenté, mais elle n'en avait pas exprimé le désir. Toujours la même, répondit le prince. L'avez-vous connue avant sa maladie ou son infirmité plutôt ? Oui, je l'ai justement connue au moment où elle en a été atteinte. On prétend qu'il y a 10 ans qu'elle ne marche plus. Elle ne marche pas parce qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. Elle est contrefaite. Mais papa, c'est impossible, s'écria Kitty. Les mauvaises langues l'affirment, ma chérie. Et crois-moi, ton amie Varinka doit en voir de toutes les couleurs. Oh, ces grandes dames malades. Mais non, papa, protesta énergiquement Kitty. Je t'assure que Varinka l'adore. Et elle fait tant de bien. Demande à qui tu voudras. Tout le monde la connaît ainsi que sa nièce Aline. C'est possible, répondit son père en lui serrant doucement le bras. Mais quand on fait le bien, il est préférable que personne ne le sache. Kitty se tut. Non qu'elle demeurât sans réponse, mais parce que ses pensées secrètes ne pouvaient même pas être révélées à son père. Chose étrange cependant, si résolue qu'elle fut à ne pas se soumettre au jugement de son père, à ne pas le laisser pénétrer dans son sanctuaire intime, elle comprit que l'image de sainteté idéale qu'elle portait depuis un mois dans son âme avait disparu sans retour, comme ces formes que l'imagination aperçoit dans des vêtements jetés au hasard et qui disparaissent d'elles-mêmes dès qu'on se rend compte de la façon dont ils sont étalés. Elle n'eut plus que la vision d'une femme boiteuse qui gardait le lit pour cacher sa difformité et qui tourmentait la pauvre Varinka pour une couverture mal arrangée. Aucun effort d'imagination ne lui permit plus désormais de retrouver l'ancienne Madame Stahl. Chapitre 35. Le prince communiquait sa bonne humeur à tout son entourage, logeurs compris. En rentrant de sa promenade avec Kitty, au cours de laquelle il avait invité à prendre le café le colonel, Varinka et Marie Evgenievna, il fit dresser la table dans le jardin sous un marronnier. Excités par cette gaieté entraînante, logeurs et domestiques se distinguèrent d'autant plus que la générosité du prince leur était bien connue. Aussi, une demi-heure plus tard, le locataire du premier, un médecin de Hambourg assez mal en point, pouvait-il contempler de sa fenêtre avec une certaine envie ce groupe folâtre de gens bien portants réunis sous l'ombre dansante du grand arbre. La princesse, un bonnet à ruban lilas posé sur le sommet de sa tête, présidait la table couverte d'une nappe très blanche sur laquelle on avait placé la cafetière, du pain, du beurre, du fromage et du gibier froid. Elle distribuait les tasses et les tartines, tandis qu'à l'autre bout de la table, le prince mangeait de fort bon appétit et devisait non moins allègrement. Il avait étalé autour de lui toutes ses emplettes de voyage, coffrets sculptés, jonchets, couteaux à papier, et prenait plaisir à les distribuer à chacun sans oublier ni la servante Lischken, ni le logeur, auquel il tenait dans son mauvais allemand les propos les plus comiques, l'assurant que ce n'étaient point les eaux qui avaient guéri Kitty, mais bien son excellente cuisine, notamment ses potages au pruneaux. La princesse plaisantait son mari sur ses manières russes, mais jamais depuis qu'elle était aux eaux, elle ne s'était montrée si gaie et si animée. Le colonel souriait, comme toujours, aux plaisanteries du prince, tout en partageant l'avis de la princesse au sujet de l'Europe qu'il s'imaginait connaître à fond. La brave Marie Evgenievna riait à gorge déployée, et il n'était pas jusqu'à Varinka qui, à la grande surprise de Kitty, ne se laissa aller à un petit rire modeste mais communicatif. Ce spectacle ne faisait point oublier à Kitty ses préoccupations.
En portant un jugement frivole sur ses amis et sur la nouvelle vie qui lui semblait si belle, son père lui avait involontairement donné à résoudre un problème fort ardu et que compliquait encore le changement d'attitude de Madame Petroff, changement qui venait de se manifester avec une évidence fort désagréable. Tout le monde riait, mais cette gaieté lointaine offusquait Kitty. Elle se croyait revenue au temps de son enfance, alors qu'enfermée dans sa chambre en punition de quelques méfaits, elle entendait les rires de ses sœurs sans pouvoir y prendre part. « Quel besoin avais-tu d'acheter toutes ces horreurs ?» demanda la princesse en offrant avec un sourire une tasse de café à son mari. « Que veux-tu? On va se promener, on s'approche d'une boutique, on est aussitôt relancé. Erloge, Excellence, Durloy, je ne sais pas. Et quand on vient à Durlor, je ne sais plus résister, mais dit à l'heure Ibas. C'est plutôt pour distraire ton ennui, dit la princesse. Le fait est, ma chère, qu'on s'ennuie ici à périr. Comment cela, mon prince? Exclama Marie Evgenievna. Il y a maintenant tant de choses à voir en Allemagne. Mais je les ai toutes vues. Je connais le potage aux pruneaux et le saucisson au pois. Cela me suffit. Vous avez beau dire, mon prince, objecta le colonel, leurs institutions sont intéressantes. En quoi, je vous prie? Ils sont contents comme des sous neufs. Ils ont vaincu le monde entier. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fâche? Je n'ai vaincu personne, moi. En revanche, il me faut ôter mes bottes moi-même et, qui pisait, les poser moi-même à ma porte dans le couloir. Le matin, à peine levé, il faut m'habiller et aller prendre dans la salle à manger un thé exécrable. Tandis que chez moi, je m'éveille quand bon me semble, je grogne si le cœur m'en dit, je reprends tout doucement mes esprits et mets non moins doucement de l'ordre dans mes petites affaires. Mais le temps, c'est de l'argent, n'oubliez pas cela, mon prince, répliqua le colonel. Cela dépend. Il y a des mois entiers qu'on donnerait pour 10 sous et des quarts d'heure qu'on ne céderait pour aucun trésor. N'est-ce pas, Kitty? Mais qu'as-tu? Tu parais soucieuse. Je n'ai rien, papa. Où allez-vous? Dit le prince en voyant Varinka se lever. Restez donc encore un peu. Il faut que je rentre, répondit Varinka, prise d'un nouvel accès de gaieté. Quand elle se fut calmée, elle dit adieu à tout le monde et se dirigea vers la maison pour y prendre son chapeau. Kitty la suivit. Son amie elle-même lui paraissait autre qu'elle ne l'avait imaginé. Il y a longtemps que je n'avais autant ri, dit Varinka en cherchant son ombrelle et son sac. Votre papa est délicieux. Kitty ne répondit rien. Quand nous reverrons-nous? Demanda Varinka. Maman voulait passer chez les Petroff. Y serez-vous? Demanda Kitty pour scruter la pensée de son amie. J'y serai, répondit celle-ci. Ils font leurs préparatifs de départ et j'ai promis de les aider. Eh bien, j'irai aussi. Mais non, à quoi bon? Pourquoi demanda Kitty en ouvrant de grands yeux et en arrêtant Varinka par son ombrelle. Non, ne vous en allez pas, dites-moi pourquoi. D'abord parce que vous avez votre papa et ensuite parce qu'il se gêne avec vous. Non, ce n'est pas ça. Dites-moi pourquoi vous ne voulez pas que j'aille souvent chez les Petroff, car je vois bien que vous ne le voulez pas. Je n'ai pas dit cela, dit tranquillement Varinka. Je vous en prie, répondez-moi. Faut-il tout vous dire? Tout, s'écria Kitty. Au fond, il n'y a rien de grave, seulement Mikhail Alexeyevitch, qui naguère encore parlait de partir, s'obstine maintenant à rester, répondit en souriant Varinka. Et alors? Demanda fébrilement Kitty en posant sur son amie un mauvais regard. Alors, Anna Pavlovna a prétendu que s'il refusait de partir, c'était à cause de vous. Cette maladresse a provoqué une querelle de ménage dont vous avez été la cause indirecte, et vous savez combien les malades sont facilement irritables. De plus en plus sombre, Kitty gardait le silence et Varinka parlait seule, cherchait à la calmer, à prévenir un éclat de larmes ou de reproches. C'est pourquoi mieux vaut n'y pas aller. Je suis sûre que vous me comprenez et que vous ne vous formalisez pas. Je n'ai que ce que je mérite, lança soudain Kitty sans oser regarder Varinka, mais en s'emparant de son ombrelle. En voyant cette colère enfantine, Varinka retint un sourire pour ne pas froisser Kitty. Comment, fit-elle? Vous n'avez que ce que vous méritez? Je ne comprends pas. Parce que tout cela n'était qu'hypocrisie et que rien ne venait du cœur. Qu'avais-je besoin de m'occuper d'un étranger? Et voilà que j'ai été la cause d'une querelle, que je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Tout cela n'était qu'hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie. De l'hypocrisie. Mais dans quel dessein? Dit doucement Varinka. Oh, que tout
cela est absurde, odieux. Qu'avais-je besoin? Tout cela, c'est de l'hypocrisie, répétait-elle en ouvrant et refermant l'ombrelle d'un geste machinal. Mais dans quel dessein, voyons? Je voulais paraître meilleure aux autres, à moi-même, à Dieu. Je voulais tromper tout le monde. Non, on ne m'y reprendra plus. Je préfère être mauvaise et ne pas mentir, ne pas tromper. Mais qui donc trompe ici? Dit Varenka d'un ton de reproche. Vous parlez comme si Kitty était dans un de ses accès de colère. Elle ne la laissa pas achever. Ce n'est pas de vous qu'il s'agit. Vous êtes une perfection. Oui, oui, je sais, vous êtes toutes des perfections, mais je suis mauvaise, moi. Je n'y peux rien. Et tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été mauvaise. Tant pis. Je resterai ce que je suis, je ne dissimulerai pas. Je me moque bien d'Anna Pavlovna. Ils n'ont qu'à vivre comme ils l'entendent et je ferai de même. Je ne puis me changer. Et puis non, décidément, ce n'est pas ce que je croyais. Que voulez-vous dire? Demanda Varenka interdite. Non, ce n'est pas ce que je croyais. J'obéis toujours aux impulsions de mon cœur, tandis que vous ne connaissez que vos principes. Je vous ai aimé tout simplement et vous n'avez sans doute eu en vue que mon salut, mon édification. Vous êtes injuste, dit Varenka. Mais non, je ne parle que de moi, je laisse les autres en paix. Kitty, cria à ce moment la princesse, montre donc tes coraux à papa. Sans se réconcilier avec son amie, Kitty prit d'un air fort digne sa boîte de coraux sur la table et sortit dans le jardin. Qu'as-tu? Pourquoi es-tu si rouge? S'écrièrent d'une seule voix son père et sa mère. Rien, je vais revenir, dit-elle en repoussant chemin. Elle est encore là. Que vais-je lui dire? Mon Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je dit? Pourquoi l'ai-je offensée? Quelle conduite tenir maintenant? Se dit-elle en s'arrêtant à la porte. Varenka, son chapeau sur la tête, était assise près de la table, examinant le ressort de son ombrelle que Kitty avait cassé. Elle leva la tête. Varenka, pardonnez-moi, murmura Kitty en s'approchant d'elle. Je ne sais plus ce que je vous ai dit, Vraiment, je n'avais pas l'intention de vous faire du chagrin, dit Varenka en souriant. La paix était faite, mais l'arrivée de son père avait bouleversé aux yeux de Kitty le monde dans lequel elle vivait depuis quelque temps. Sans renoncer à tout ce qu'elle y avait appris, elle s'avoua qu'elle se faisait illusion en croyant pouvoir devenir telle qu'elle aurait voulu être. Ce fut comme un réveil. Elle comprit qu'elle ne saurait sans hypocrisie ni fanfaronnade se maintenir à une aussi grande hauteur. Elle sentit en outre plus vivement l'horreur des chagrins, des infirmités, des agonies qui l'entouraient et trouva fort pénible de prolonger les efforts qu'elle faisait pour s'intéresser à ce monde de douleur. Elle éprouva le besoin de respirer un air plus pur, de retourner en Russie, à Yergouchovo, où Dolly et les enfants l'avaient précédée, ainsi que le lui apprenait une lettre qu'elle venait de recevoir. Mais son affection pour Varenka n'avait pas faibli. Au moment du départ, elle la supplia de venir les voir en Russie. « Je viendrai quand vous serez mariée, dit la jeune fille. « Je ne me marierai jamais. Alors je n'irai jamais. Dans ce cas, je ne me marierai que pour cela. N'oubliez pas votre promesse. » Les prévisions du médecin s'étaient réalisées. Kitty rentra en Russie, sinon aussi insouciante qu'autrefois, du moins calmée et guérie. Les mauvaises heures de Moscou n'étaient plus qu'un souvenir. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture d'Anna Karenine. Je voulais juste vous lire un extrait. J'ai trouvé ce livre à la bibliothèque. Je voulais vous lire un petit extrait de la préface qui est écrite par son fils et la première page, tout simplement. Les équilibristes d'Andrei Signavski et la préface est de Yegor Kran. C'est aux éditions du Typhon. Donc un extrait de la préface. La question de l'invisibilité. On se la pose tous un jour ou l'autre, avec plus ou moins d'acuité et d'urgence en fonction des circonstances et du tempérament de chacun. Je parle de l'invisibilité physique, quand les gens passent à côté de nous sans trop nous remarquer et que, loin d'en être gênés ou offensés, on profite du répit en riant sous cas. Sans atteindre la perfection d'un Griffin, l'homme invisible de H.G. Wells,
une certaine dose de transparence est indispensable à l'équilibre mental et, parfois, à la survie concrète dans des environnements qui sont inhospitaliers ou aliénants par leur insignifiance. Je me souviens encore de mes années de salariat dans une banque et de la socialisation imposée par la cantine d'entreprise, entre autres moments pénibles. Quand on se sent obligé de gloussoter aux blagues des collègues, de compatir aux plaintes des frustrés et des stressés, de s'intéresser au monde intérieur d'individus qui nous sont profondément et irréductiblement étrangers. Ce soulagement quand personne ne me remarquait à la machine à café. Cette joie quand on oubliait de m'inviter pour un pot de départ et que je pouvais, en toute sérénité et avec jubilation, répondre le jour J que je n'étais pas au courant car personne n'avait daigné m'avertir. Parfois je poussais la perversité jusqu'à faire semblant de faire la gueule. J'étais un spécimen stratosphérique d'ingrats. La banque et ses salariés s'offraient à moi dans leur plus simple appareil, comme Véronica s'offre à André Kazimirovitch, le narrateur de Keynes. Ils me donnaient ce qu'ils pensaient avoir de plus beau, la joie d'appartenir à un collectif. Et moi, je fixais un point de fuite derrière leur dos en souriant gauchement. Pardonnez-moi, il faut vraiment que j'y aille. À cet instant, il se trouvait toujours un collègue pour me verser un peu de vin cubi dans un gobelet en plastique et, les yeux étincelants de suave camaraderie, me susurrer, comme Véronica. « Reste un peu, regarde ce que tu refuses. » Je continue un peu. Aujourd'hui encore, alors que j'ai construit ma vie pour échapper à la tyrannie de la causette et du paraître sympa, je me retrouve souvent face à des zélotes du vivre ensemble, voisins, cousins, zinzins, qui me pourchassent pour m'imposer leur présence fraternelle et vorace. Si je maudis alors ma trop grande visibilité, je n'en ressens pas moins un étrange picotement de me savoir détaché de la société et de ses normes. Ce n'est pas forcément agréable et je ne m'en vante jamais. Dès lors, ce ne doit pas être du snobisme ou un complexe de supériorité mal calibré. Je crois surtout que c'est génétique. L'influence du lointain Kenst, de mon Kenst. Oui, tout se passe comme s'il existait un ailleurs connu de moi seul. Une planète éloignée qui m'attend. Une patrie sur mesure où vivent des monstruosités comme moi, des avatars de ma personne dont la compagnie me sera toujours légère, qui m'aiment et me comprennent, comme dirait le poète, avec mon cœur transparent. Oh, ce n'est pas que j'ai une chance particulière ou des capacités extrasensorielles. On a tous un Kens qui nous attend quelque part, et c'est à Andrei Signavski, mon père, que je dois cette découverte. Voilà, je m'arrête là pour la préface et je vous lis la première page. Kenst. Pardon. Premièrement. Aujourd'hui, je l'ai de nouveau croisé à la laverie. Son linge sale l'absorbait tout entier et il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Il sortait ses draps, c'est ce qu'on utilise ici par souci d'hygiène. À l'une des extrémités, le mot « pied » en lettres minuscules est cousu par précaution. C'est pour éviter de toucher de ses lèvres l'endroit souillé la veille par ses talons. Ici, on considère qu'un coup de pied est un acte plus grave qu'un coup de poing, et pas seulement parce que ça fait plus mal. Cette gradation, c'est sans doute des restes du christianisme. Le pied est plus mauvais que le reste du corps pour la simple et bonne raison qu'il est le plus éloigné des cieux. Seuls les organes sexuels sont encore plus mal vus, mais ça m'échappe. Voilà, je m'arrête là. C'était juste pour vous faire partager un peu cette découverte pour moi en tout cas. Donc, Andrei Signavski, Les équilibristes, et c'est préfacé par son fils Yegor Kran aux éditions du Typhon. Voilà, je ne vais pas chanter en plus, ce serait trop. Je n'ai pas prévu de chanson. Il faut que je chante un peu plus sans doute. Il ne pleut pas assez. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite
de bons moments. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Et faites bien attention à vous surtout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.